Voici une présentation des pierres mystérieuses qui jalonnent l'Alsace et en particulier nos Vosges. En allant vers Rimbach, dans cette vallée un peu encaissée, se trouve une première pierre extrêmement intéressante qui a 3 faces. C'est une pyramide à 3 faces. Elle a été retrouvée quand on a fait ce parking. Elle est grande et triangulaire. Elle a un chanfrein en bas et elle est plate pour pouvoir la poser et la riper dans tous les sens. À côté coule le Rimbach, qui s'appelait dans le temps le Rindbach. En franchissant le petit pont, on aperçoit la chapelle et à côté une pierre mystérieuse. Elle est plus large que haute. Ce sont des pierres qui indiquent des tombes. Il est à présumer que derrière ce tas de pierres se trouvent des tombes. La chapelle s'estompe et au loin, un chemin mène vers le col du Péternit. Ce site se trouve sur le côté gauche de la route qui mène à Rimbach. Il est absolument remarquable. On l'appelle le Puppalastei. Et c'est là que les jeunes filles venaient glisser sur leurs talons pour être fertiles. Remarquez les 3 marches qui conduisent à l'énorme dalle. Derrière cette dalle se trouve une autre pierre non moins remarquable, puis il s'agit tout simplement d'un symbole de la grande déesse, très moussue, très pyramidale, parfaite et encore intacte depuis des millénaires. Quelques images subsidiaires qui illustrent le propos que vous venez d'entendre et qui montrent cet remarquable ensemble qui était entouré à l'époque de beaucoup de pierres debout qui ont été renversées depuis, mais qui sont encore en place. Ce site a été remarquable depuis de nombreuses années. En fait, depuis la fin du 19e siècle, Purkar parlait déjà de ce Puppalastei. Nous tournons autour de la grande pierre plate pour admirer, encore une fois, la grande déesse moussue, pyramidale et intacte, malgré les millénaires. Elle a la forme de la chape qui surmonte les vierges de presque tous les ex-voto de Tirnbach. Nous allons maintenant vers une pierre absolument sensationnelle, puisqu'elle est grande et que nous l'avons cherchée vainement. Elle a été trouvée par M. Daniel Meyer, qui nous l'a signalé. En fait, c'est la copie de l'Oberlier. C'est une déesse couchée, une déesse montagne couchée. Nous arrivons vers sa base, qui est remarquable, qui montre qu'elle était peut-être aussi érigée, puisque sinon on n'aurait pas une telle base pour pouvoir la riper et la maintenir debout. On va maintenant la voir de côté et voir son ventre gravide, les seins, le buste, et qui en fait une copie conforme de la montagne de l'Oberlier.
au centre, on remarque le nombril, ce qui est assez rare. Elle est un peu érodée, mais sinon, elle copie parfaitement les canons de cette montagne sacrée, probablement, dont on avait émis l'hypothèse et qu'on vient enfin de trouver. Vous voyez la différence maintenant, ou plutôt la similitude, entre la pierre couchée et l'Oberlinger en haut, avec le buste, les seins, le ventre gravide. C'est absolument fascinant, et si c'est exact, c'est une découverte majeure. Nous nous sommes transportés maintenant très loin, dans un endroit isolé, où se trouvent des petites tombes, des grandes tombes, et une végétation exubérante, comme dans une forêt vierge. Il est extrêmement difficile de travailler dans ces conditions, mais nous sommes quand même parvenus à retrouver certains éléments les plus importants. Cette tombe que vous voyez ici, qui a été ouverte, est une petite tombe, probablement du Moyen-Âge, où les gens mettaient leurs morts juste à la base des grands cairns qui contiennent alors des dizaines de logettes, et qu'on va voir tout à l'heure. La végétation est dense, elle est même épineuse, mais nous nous faufilons à travers cette forêt vierge, cette jungle, et là, on vous montre un premier cairn, c'est-à-dire un assemblage de pierres qui a au moins 200 mètres de long. Là, c'est vers le haut. Après, on le montre vers le bas, où c'est presque invisible, puisque la végétation s'est installée de part et d'autre. Je vous laisse admirer cette nature absolument intacte et sauvage. Partout des amas de pierres qui indiquent des tombes, qui indiquent que c'était une des plus vastes nécropoles de la région, et encore intacte. Nous ne pouvons pas résister au plaisir de vous montrer un peu cette végétation absolument extraordinaire et je dirais même exotique, puisqu'il y a toutes sortes de plantes exotiques et en outre des arbres assez étranges. Nous voyons là les sous-bois qui n'ont pas été coupés, ni nettoyés, ni pénétrés depuis peut-être des siècles, et qui montrent une végétation très dense. Mais maintenant, nous sommes à la base même d'un des cairns, de tout premier cairn. Cette base qui va nous conduire petit à petit vers le haut. Vous voyez ces pierres qui ont été ramassées là et qui ont été stockées et qui dans le temps étaient évidemment avaient une certaine forme. Et de temps à autre on trouve une pierre incluse, triangulaire, blanche, qui indique le chemin, qui indique surtout les tombes. Mais évidemment il n'est pas facile de vouloir sortir ces tombes. C'est d'ailleurs du domaine de l'archéologie pure. Enfin, c'est du travail. Là, nous suivons le cairn qui va vers la montagne, vers le sommet de la colline.
Et là, on retrouve alors, pour vous montrer vraiment en détail, un cairn géant qui a environ 250 mètres de long. On va vous montrer la partie haute et puis la partie basse qui fuit vers la plaine et l'autre qui monte vers le sommet de cette colline. Au milieu, vous avez un arbre et cet arbre indique que ici une logette s'est effondrée et il a pénétré là-dedans pour faire son nid, si on veut ainsi dire. Et je suis persuadé qu'on ne trouvera plus rien puisqu'il aura tout phagocyté. Alors de temps à autre, une pierre mystérieuse apparaît. Quand on connaît les formes, on voit que cette pierre indique dans ce mur l'endroit où, exactement on ne sait pas, ça peut être un peu plus haut, un peu plus bas, mais c'est un endroit signalé par cette pierre pour indiquer des tombes. Et on est sûr d'en trouver. Mais il faudrait enlever des tonnes et des tonnes de pierre et à la main, parce que ce travail ne peut pas se faire à l'aide d'un bulldozer. Voilà encore le restant des murs qui ne sont pas tous effondrés et la végétation qu'il y a autour. Et à travers toute cette végétation apparaît enfin une pierre magnifiquement taillée. D'ailleurs, elle rend un son de cloche. C'est une pierre absolument remarquable qu'on a amenée de loin. Alors cette pierre était une pierre à offrande. Nous allons voir la vasque qui a été taillée, une vasque qui est un peu cachée par la végétation qui est autour, mais on voit nettement qu'elle a servi à déposer quelques offrandes. Pas obligé évidemment d'avoir tué des gens, ça peut être des offrandes tout à fait simples. En face de cette pierre, et d'ailleurs nous allons retrouver maintenant un carré de 4 pierres absolument remarquable, que je pourrais qualifier de carré cultuel. Puisque là, vous avez la pierre à offrande, il faut la mettre évidemment debout, parce que là, on l'a renversée. On ne sait jamais si ça n'a pas été renversé par les chrétiens, ou alors plutôt par les envahisseurs de Mongolie. Voilà contre cette pierre, vous voyez cette vasque entre le bois et la pierre. C'est une vasque pas très profonde, mais qui est magnifiquement taillée, qui indique d'ailleurs la fonction de cette pierre, qui debout devait être à la hauteur de l'officiant. Si je dis officiant, c'est que pas très loin se trouve une et même 2 pyramides que nous allons voir dans ce fouillis. Plus loin, là, que vous voyez, on va dégager un peu, et puis après, on va trouver une des pyramides. Mais cette pyramide, elle est poussée par le haut, par les tombes, par la terre qu'il y a, et elle est un peu décalée. Elle n'est pas très droite, mais vous verrez la même à exactement 83 cm, 8 mètres 30 plus bas,
qui est la mesure de l'époque. Vous allez la voir. Elle apparaît déjà là, elle est un peu recouverte de lierre, mais nous laissons toujours la végétation en place. C'est beaucoup plus beau. Alors on va la tourner et vous allez voir que c'est une pyramide parfaite. Voilà. C'est une pyramide parfaite. À la base de cette pyramide, il y a un trou pour les offrandes et un grand caillou devant qui servait à boucher le trou. Voilà les cailloux. Et au-dessus, il y a un évidement, c'est une espèce d'endroit où on pouvait poser les offrandes. Et vous avez la pyramide dans toute sa splendeur, encore totalement intacte. Et qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, si vous mettez des offrandes, vous les mettez pas pour n'importe qui, c'est ces offrandes pour les morts. Là, nous avons affaire à ce qu'on appellerait un menhir, mais en fait, c'est une stèle qui fait partie des 4 qu'on a vus. C'est un quadrilatère parfait qui a chaque fois 8,30 m de côté. Ce qui prouve que c'est bien de l'époque de la grande déesse. Parce que c'est de là qu'on connaît les mesures mégalithiques, qui ont aussi servi en Bretagne, au Mexique, un peu partout. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. La dernière pierre que nous allons voir est une de celles qui gisent au Val du Pâtre, une déesse au collier que nous avons redressée. Et il me reste à vous remercier de votre attention.